Deux chiffres s'entrechoquent et l'écart frappe Ouagadougou. Dans les rapports de sécurité, l'enquête évoque plus de 10 tentatives d'assassinat depuis 2022, plus de 50 officiers arrêtés et une mallette saisie en novembre 2024 avec 5 milliards de francs CFA destinés à acheter des défections et à fracturer la chaîne de commandement via des intermédiaires liés à des réseaux voisins sur fond d'or, de manganèse et de phosphate convoité, tandis que certains récits extérieurs parlent seulement de stabilisation et transforment l'ingérence en prudence diplomatique. Que dit Ibrahim Traoré quand l'argent veut acheter l'armée? La pression produit l'effet inverse partout au Sahel. Ce récit promet une lecture claire d'un affrontement rarement décrit avec précision. Il ne s'agit ni d'un simple épisode de rivalités internes, ni d'un slogan sur la souveraineté, mais d'un mécanisme mesurable où des flux financiers, des réseaux militaires et des intérêts géopolitiques se croisent. En comprenant ces dynamiques, le lecteur gagne un outil concret pour lire d'autres crises africaines contemporaines sans se limiter aux narratifs officiels. L'enjeu dépasse la survie d'un gouvernement. Il touche à la capacité d'un État exposé à conserver la maîtrise de ses ressources, de sa chaîne de commandement et de ses choix stratégiques dans un environnement saturé de pressions concurrentes. Ce qui se joue au Burkina Faso éclaire un modèle reproductible ailleurs, quand l'argent clandestin remplace le dialogue, quand l'influence cherche à se déguiser en assistance et quand la stabilité devient un argument flexible. Le bénéfice est direct, distinguer la rhétorique de la réalité. Derrière chaque arrestation, chaque enquête et chaque chiffre se cache une question centrale sur qui décide réellement de la trajectoire d'un pays du Sahel. Plus de 10 tentatives d'assassinat recensées en moins de 2 ans et plus de 50 officiers arrêtés pour implication directe, ces deux chiffres suffisent à renverser la lecture classique de la crise burkinabé. Ils montrent que la menace n'a jamais été marginale ni improvisée, mais structurée, persistante et soutenue par des moyens financiers inhabituels pour un conflit présenté comme interne. Cette mini-révélation change immédiatement l'angle. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, Ibrahim Traoré n'évolue pas dans un simple climat d'instabilité post-transition, mais dans un environnement où des acteurs extérieurs testent méthodiquement la résilience de l'appareil d'État. Le Burkina Faso, au cœur du Sahel, cumule trois vulnérabilités stratégiques. Une fragilité institutionnelle héritée des crises passées, une pression sécuritaire constante et des ressources naturelles très convoitées, notamment l'or, le manganèse et le phosphate. Cette combinaison attire des intérêts qui dépassent largement les frontières nationales. Dans ce contexte, les premiers signaux ne prennent pas la forme d'attaques spectaculaires. Ils apparaissent par touches discrètes, approches financières ciblées, promesses de promotions accélérées, propositions de soutien formulées par des intermédiaires se présentant comme des partenaires économiques. Pris isolément, ces épisodes pourraient sembler anecdotiques. Mis bout à bout, ils dessinent une architecture cohérente visant à fissurer la chaîne de commandement militaire. L'enquête menée par les autorités burkinabées révèle alors un schéma précis. L'argent précède l'action. Les flux financiers servent à identifier des points de faiblesse, à tester des loyautés, puis à activer des relais internes au moment jugé opportun. La saisie, en novembre 2024, d'une mallette contenant 5 milliards de francs CFA marque un tournant symbolique. Elle rend visible une stratégie longtemps reléguée en arrière-plan. Ce cadre permet de comprendre pourquoi la crise autour d'Ibrahim Traoré ne peut être réduite à une opposition politique classique. Elle s'inscrit dans une bataille de souveraineté où chaque chiffre devient un indice et chaque tentative avortée un signal sur l'ampleur réelle des pressions exercées.
Pour saisir la portée concrète de cette crise, il faut quitter les communiqués et suivre les trajectoires individuelles qui ont servi de révélateurs. Un premier officier, capitaine en poste dans le nord du pays, devient un point d'ancrage. Approché à plusieurs reprises par des émissaires discrets, il se voit proposer une somme importante pour rééquilibrer le commandement. Son refus, signalé à l'état-major, déclenche une vérification interne ciblée. Ce geste, apparemment isolé, permet d'identifier un canal d'infiltration déjà actif depuis des mois. Un second cas accélère la prise de conscience. Un officier logistique rapporte une tentative de remise de soutien matériel en échange d'un accès privilégié à des informations sensibles. L'enquête conjointe qui s'ensuit met au jour des connexions directes avec des réseaux opérant depuis un pays voisin du Sahel. À ce stade, la menace cesse d'être perçue comme une série d'incidents. Elle prend la forme d'une stratégie cohérente combinant incitation financière et relais régionaux. Ces épisodes produisent des effets immédiats. Les unités sans unités sensibles sont redéployées, les circuits d'information sont resserrés, les profils à risque sont placés sous surveillance discrète. La réponse n'est pas spectaculaire, mais elle est rapide et méthodique. Elle vise à empêcher la reconstitution des réseaux avant qu'ils n'atteignent un seuil critique. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole que comme un point de convergence. Autour de lui, la loyauté se recompose par nécessité opérationnelle, non par simple adhésion politique. Les premiers impacts sont donc organisationnels avant d'être idéologiques. En clair, la vigilance individuelle devient un levier stratégique collectif. La séquence des faits s'enclenche progressivement, sans annonce publique, comme une mécanique qui se met en place à bas bruit. Le déclencheur n'est pas un coup d'État spectaculaire, mais une accumulation d'alertes internes. Dès les premières semaines suivant la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré, des officiers intermédiaires signalent des approches inhabituelles. Les propositions ne sont jamais frontales. Elles prennent la forme d'enveloppes discrètes, de promesses de carrière accélérée ou d'offres de soutien logistique formulées par des acteurs se réclamant de partenariats extérieurs. À ce stade, l'État observe, collecte, cartographie. La tension monte lorsque ces signaux convergent. Les enquêtes internes révèlent que les tentatives de cooptation suivent un schéma répétitif. Identification d'un poste clé, test de loyauté par incitation financière, puis mise en relation avec un intermédiaire extérieur. Ce passage de l'hypothèse à la confirmation marque la fin de la phase exploratoire. Le pouvoir comprend que le processus vise à préparer des défections coordonnées, capables de désorganiser l'appareil sécuritaire au moment choisi. Le point culminant survient à l'automne 2024. En septembre, une tentative de coup de force éclate sur deux axes simultanés. D'un côté, un groupe d'officiers cherche à prendre le contrôle d'un dépôt stratégique. De l'autre, un contingent réduit tente de s'approcher d'une zone sensible à proximité du palais présidentiel. L'opération échoue en quelques minutes. Les forces loyales, alertées en amont, neutralisent les mouvements avant qu'ils ne s'étendent. Les affrontements restent limités, mais l'onde de choc est majeure. Les arrestations qui suivent révèlent l'ampleur du dispositif. Des documents sont saisis, des communications chiffrées sont interceptées. Les interrogatoires mettent en évidence des connexions directes avec des réseaux transnationaux, capables de mobiliser des fonds importants et de coordonner des relais régionaux. La crise change alors de nature. Elle n'est plus perçue comme une menace interne amplifiée par des influences extérieures, mais comme une tentative structurée de recomposition du pouvoir. Les répliques ne tardent pas. À l'intérieur du pays, l'armée traverse une phase de sidération, puis de recentrage.
Les arrestations de dizaines d'officiers provoquent une réorganisation rapide des postes sensibles. Les chaînes hiérarchiques sont resserrées. Les procédures de vérification sont durcies. Cette phase est coûteuse, car elle impose des ruptures opérationnelles temporaires, mais elle renforce la cohésion autour du noyau loyaliste. À l'extérieur, la pression se déplace sur le terrain narratif. Certains discours évoquent la nécessité de stabiliser le Burkina Faso, d'autres les mettent en garde contre une dérive autoritaire. Ces prises de position fonctionnent comme une seconde vague, moins visible que les opérations clandestines, mais tout aussi stratégique. Elles cherchent à redéfinir le sens des événements. Pour Ibrahim Traoré, cette ligne des événements produit un effet paradoxal. Chaque tentative de déstabilisation, au lieu d'affaiblir le pouvoir, expose davantage les mécanismes de l'ingérence. Le temps joue alors contre les réseaux adverses. La crise entre dans une nouvelle phase où la transparence forcée devient une arme. Au départ, le tableau est celui d'une instabilité diffuse, faite de soupçons et de signaux faibles. Puis les données accumulées font basculer l'analyse vers un écart net, mesurable. Trois indicateurs structurent ce passage et permettent de qualifier l'ampleur réelle de la pression exercée autour d'Ibrahim Traoré. D'abord, un premier élément ressort, le nombre de tentatives d'assassinat recensées depuis 2022. Les enquêtes établissent qu'il y en a eu plus de 10 en moins de 2 ans. Ce volume d'attaques montre une pression continue et méthodique. La répétition indique une stratégie d'usure plutôt qu'une opportunité isolée. Chaque tentative avortée n'interrompt pas la dynamique hostile. Elle la reconfigure en ajustant les cibles, les calendriers et les vecteurs d'approche. Le niveau de départ d'un risque ponctuel se transforme en écart d'une menace permanente. Ensuite, un deuxième élément apparaît, la saisie, en novembre 2024, d'une mallette contenant 5 milliards de francs CFA destinés à acheter la défection d'officiers stratégiques. Cette somme énorme révèle l'échelle financière du projet subversif extérieur. Le montant dépasse largement le cadre d'un pot de vin opportuniste. Il signale l'existence de flux transfrontaliers réguliers capables de soutenir plusieurs opérations simultanées. Le écart ici est double: financier par l'ampleur des ressources mobilisées et organisationnel par la capacité à cibler des postes précis au sein de la chaîne de commandement. Enfin, un troisième élément se confirme: le nombre d'officiers impliqués. Les autorités confirment que plus de 50 militaires ont été arrêtés pour participation avérée ou tentative de coordination avec des agents étrangers. Ce nombre élevé souligne une infiltration profonde et patiemment construite. Le niveau de départ d'une loyauté globalement intacte cède la place à un écart préoccupant. Des segments bâtiments de l'appareil ont été approchés, testés, parfois retournés. Cette profondeur explique pourquoi les opérations n'ont jamais été improvisées. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une courbe cumulative. La fréquence des tentatives, la masse financière engagée et l'étendue de l'infiltration évoluent de manière parallèle. À mesure que les contre-mesures se renforcent, les réseaux adverses investissent davantage, complexifient leurs circuits et déplacent leurs relais régionaux. Le écart n'est donc pas seulement quantitatif, il est adaptatif. La réponse de l'État s'ajuste en conséquence. En 2024, la doctrine sécuritaire bascule vers l'anticipation, centralisation accrue des flux d'informations, renforcement des unités spécialisées, contrôle resserré des postes sensibles. Ces décisions ne suppriment pas la menace, mais elles modifient le rapport coût-bénéfice pour les acteurs extérieurs.
Chaque opération devient plus risquée, plus visible, plus coûteuse. Pour Ibrahim Traoré, la donnée brute devient un levier politique. Elle permet d'exposer publiquement des mécanismes longtemps invisibles et de justifier une recomposition interne accélérée. Le écart final est paradoxal. Là où l'ingérence cherchait la fragmentation, les chiffres attestent d'un recentrage autour d'un noyau loyaliste, désormais conscient de l'ampleur du défi. Deux argumentaires dominent les lectures critiques de la crise burkinabé et méritent d'être présentés dans leur version la plus solide avant toute réfutation. Le premier affirme que certaines influences extérieures seraient motivées par une logique de prévention. Selon cette thèse, le Burkina Faso constituerait un maillon fragile dans un Sahel exposé aux groupes armés, et toute dérive politique interne risquerait d'entraîner des effets de débordements régionaux. Dans ce cadre, des actions discrètes seraient interprétées comme des tentatives de stabilisation indirecte destinées à éviter un effondrement sécuritaire plus large. Le second argument soutient que la concentration du pouvoir autour d'Ibrahim Traoré créerait un déséquilibre institutionnel. Cette lecture insiste sur le risque d'une centralisation excessive, susceptible d'affaiblir les mécanismes de pluralité politique et de compliquer la coopération internationale. Les arrestations d'officiers et le resserrement de l'appareil sécuritaire seraient alors perçus comme les symptômes d'un pouvoir fragilisé, obligé de s'appuyer sur une loyauté militaire contrainte. Ces deux raisonnements possèdent une cohérence interne. Ils s'appuient sur des précédents régionaux et sur une crainte réelle de l'instabilité sahélienne. Toutefois, confrontés aux données établies par les enquêtes, ils perdent une part essentielle de leur force explicative. Les faits montrent d'abord que les actions révélées ne relèvent pas de mesures défensives ponctuelles en appelé. Plus de 10 tentatives d'assassinat documentées, l'existence de flux financiers massifs destinés à acheter des défections et l'arrestation de plus de 50 officiers impliqués indiquent une stratégie proactive de renversement, non un simple accompagnement sécuritaire. Une logique de stabilisation n'exige ni assassinat répété, ni corruption systématique de la chaîne de commandement. Ensuite, loin de traduire une fragilité isolée, la réaction du pouvoir révèle une capacité d'adaptation institutionnelle. Le resserrement des structures militaires intervient après l'exposition de réseaux transnationaux, non avant. La séquence compte, la centralisation répond à une menace identifiée, elle ne la précède pas. La solidité de la résistance observée autour d'Ibrahim Traoré apparaît ainsi moins comme un facteur d'instabilité que comme la variable ayant empêché une désagrégation rapide de l'État. Les arguments critiques, une fois soumis à l'épreuve des faits, expliquent mal la persistance et la structuration de la pression extérieure. La menace n'était pas improvisée. Cette phrase marque un basculement décisif. Les éléments accumulés jusque-là convergent vers une compréhension nouvelle. La pression exercée contre l'État burkinabé ne repose pas sur des initiatives dispersées, mais sur une coordination structurée à l'échelle régionale. Ce qui semblait être une série de crises successives s'avère être un continuum stratégique pensé dans la durée, ajusté après chaque échec. Le point de rupture intervient lorsque les enquêteurs établissent des liens directs entre des acteurs internes et des réseaux opérant depuis plusieurs pays du Sahel. Les communications interceptées et les flux financiers retracés montrent une capacité d'adaptation rapide. Quand une voie se ferme, une autre s'ouvre. Cette plasticité révèle un objectif clair, celui d'influencer la trajectoire politique du Burkina Faso sans exposition directe. À ce stade, la lecture change pour Ibrahim Traoré. Il ne s'agit plus seulement de protéger des institutions sous tension, mais de faire face à une architecture de pression conçue pour durer. Cette prise de conscience force une réorientation stratégique. La défense ne peut plus être uniquement nationale, elle doit intégrer la dimension régionale des réseaux identifiés.
Ce moment charnière redéfinit l'équilibre du récit. L'État comprend que chaque tentative d'échouer n'est pas une fin en soi, mais un test grandeur nature. En révélant ces mécanismes, la crise cesse d'être subie. Elle devient un champ d'apprentissage accéléré où la visibilité des ingérences transforme leur efficacité en vulnérabilité. Les effets des complots révélés ne restent pas confinés au cercle sécuritaire. Ils se diffusent dans la société, l'économie, l'appareil d'État et l'espace régional, avec des conséquences distinctes pour quatre groupes clés. Pour la population, la première réaction est une vigilance accrue. Les tentatives répétées de déstabilisation, une fois rendues visibles, transforment la perception du risque. Dans plusieurs zones, des mécanismes informels de signalement apparaissent, portés par des communautés conscientes que la pression extérieure vise aussi leur quotidien. Cette mobilisation n'est pas idéologique. Elle est pragmatique. Elle repose sur l'idée que la stabilité conditionne l'accès aux services, la sécurité des déplacements et la continuité des activités locales. Le résultat est une cohésion défensive, fragile mais réelle, qui renforce indirectement la légitimité des institutions. Pour les entreprises, l'impact est ambivalent. À court terme, l'incertitude politique freine certains investissements, notamment dans les secteurs extractifs stratégiques. Les révélations sur les flux financiers clandestins incitent à la prudence. Mais en parallèle, un mouvement de recentrage s'opère. Des acteurs économiques nationaux réévaluent leurs partenariats, renforcent leurs contrôles internes et s'éloignent des circuits opaques. Cette réorientation réduit les marges d'influence extérieure et favorise un environnement légèrement plus lisible pour les initiatives locales, même si le coût de transition reste élevé. Pour l'État, les conséquences sont structurelles. Les arrestations de plus de 50 officiers imposent une réorganisation profonde. Les postes sensibles sont redistribués. Les chaînes hiérarchiques sont raccourcies. Les procédures de contrôle sont durcies. Cette recomposition accroît la centralisation autour du noyau loyaliste d'Ibrahim Traoré. Elle limite les capacités d'infiltration, mais elle renforce aussi la dépendance à un cercle restreint de décideurs. Le bénéfice immédiat est la réduction du risque de rupture interne. Le coût potentiel est une rigidité accrue, qui devra être gérée dans la durée. Pour l'espace régional, l'effet dépasse largement le Burkina Faso. Les pays voisins observent attentivement la séquence. L'échec répété des tentatives de renversement devient un signal. Les stratégies fondées sur l'argent clandestin et les relais militaires ne garantissent pas plus le résultat escompté. Cette lecture nourrit des échanges sécuritaires plus étroits et une forme de solidarité fondée sur la défense de la souveraineté institutionnelle. La position d'Ibrahim Traoré gagne ainsi en visibilité, non comme un modèle politique, mais comme un cas d'étude opérationnelle. Ces quatre niveaux montrent une dynamique commune. Là où l'ingérence visait la fragmentation, ces révélations produisent un recentrage. Les effets sont inégaux, parfois coûteux, mais ils redessinent durablement les équilibres sociaux, économiques et géopolitiques. L'évolution de la situation burkinabé dans les prochains mois dépendra moins d'un événement isolé que de la combinaison de tendances déjà observables. À partir des données disponibles et des dynamiques enclenchées, trois trajectoires plausibles se dessinent sans qu'aucune ne puisse être considérée comme certaine. Dans le scénario de base, les réformes sécuritaires engagées se poursuivent sans rupture majeure. Les mécanismes de contrôle interne restent actifs, les flux financiers suspects sont partiellement contenus et l'appareil militaire conserve une cohésion fonctionnelle. La centralisation autour du noyau loyaliste d'Ibrahim Traoré permet d'éviter de nouvelles tentatives coordonnées à court terme. La stabilité demeure précaire, mais suffisante pour empêcher une dégradation rapide. Le coût principal est une vigilance permanente qui mobilise des ressources importantes et limite les marges de manœuvre politiques.
Le scénario optimiste repose sur un affaiblissement progressif des réseaux extérieurs. Si les pertes logistiques subies en 2024 se prolongent, et et si les relais régionaux se tarissent, la pression pourrait diminuer. Dans ce cas, l'État disposerait d'un espace pour desserrer légèrement le dispositif sécuritaire, rééquilibrer certaines fonctions et renforcer la coopération régionale sur des bases plus transparentes. Cette trajectoire suppose une coordination durable avec les pays voisins et une capacité à transformer la résistance défensive en stabilité institutionnelle. Le scénario dégradé apparaît si les acteurs extérieurs adaptent encore leurs méthodes. Une diversification des vecteurs de pression combinant narratifs internationaux, sanctions indirectes ou nouvelles formes d'influence économique pourrait contourner les dispositifs actuels. La centralisation accrue risquerait alors de générer des tensions internes supplémentaires, exploitables par des réseaux plus discrets. La menace ne disparaîtrait pas, elle changerait de visage. Ces scénarios soulignent une même recommandation de fond. Si les mesures actuelles se maintiennent sans ouverture, la stabilité restera coûteuse. Si elles s'accompagnent d'une gestion fine des équilibres internes et régionaux, elles peuvent créer un avantage durable. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de prédire l'avenir, mais de conserver une capacité d'ajustement rapide face à des pressions en constante mutation. Au-delà des cartes géopolitiques et des chiffres de sécurité, la crise burkinabé interroge directement la manière dont chacun comprend les dynamiques internationales. Observer ce qui se joue autour d'Ibrahim Traoré permet de saisir comment des mécanismes abstraits, comme l'ingérence ou la souveraineté, produisent des effets au concret sur des sociétés entières. Le premier impact concerne la lecture de l'information. Les événements montrent que les récits dominants simplifient souvent des processus complexes. Une tentative de déstabilisation peut être présentée comme une initiative de stabilisation et une résistance institutionnelle comme une dérive autoritaire. Pour le lecteur, l'enjeu devient de distinguer les données vérifiables des interprétations intéressées. Les chiffres, replacés dans leur séquence, offrent une boussole plus fiable que les discours émotionnels. Le deuxième impact touche à la perception de la résilience étatique. Le cas burkinabé illustre qu'un État exposé n'est pas nécessairement passif. Il peut apprendre, s'adapter et transformer une pression externe en levier de consolidation interne. Cette réalité invite à reconsidérer l'idée selon laquelle la stabilité viendrait uniquement de l'extérieur ou de modèles importés. Enfin, le troisième impact concerne la place de l'Afrique dans l'ordre international. La situation rappelle que le continent n'est pas un simple théâtre secondaire. Les décisions prises à Ouagadougou, Bamako ou Niamey s'inscrivent dans des équilibres globaux où se croisent ressources, sécurité et influence. Pour le lecteur, comprendre ces interactions revient à mieux saisir les logiques qui façonnent les crises contemporaines, bien au-delà du Sahel. Ces enseignements n'exigent pas une expertise spécialisée. Ils reposent sur une attention accrue aux faits, aux temporalités et aux intérêts en jeu. Cette posture critique constitue déjà une forme d'engagement éclairé. Face à une pression extérieure persistante et adaptable, la sortie durable de crise ne peut reposer sur une mesure unique. Elle exige une séquence coordonnée d'actions, chacune associée à un responsable clair, un calendrier lisible et un critère d'évaluation. Autour d'Ibrahim Traoré, cette logique s'organise déjà selon plusieurs axes complémentaires. Le premier levier concerne la sécurisation interne. Une rotation programmée des postes sensibles combinée à des audits réguliers réduit l'effet d'accumulation des risques. L'objectif n'est pas la suspicion généralisée, mais la prévention des points de captation. Le suivi des circuits logistiques devient ici un indicateur central. Toute anomalie
financière ou opérationnelle doit être détectée rapidement. Le deuxième levier porte sur la coopération régionale. Les réseaux identifiés dépassant les frontières nationales, leur neutralisation exige des échanges d'informations plus structurés avec les États voisins. Le critère de succès n'est pas la signature d'accords symboliques, mais leur opérationnalité réelle, mesurée par la fréquence des actions conjointes et la rapidité des réponses. Un troisième axe vise la traçabilité économique. En encadrant plus strictement les partenariats sensibles, notamment dans les secteurs extractifs, l'État limite les canaux par lesquels une influence extérieure peut s'exercer. La réduction des flux non déclarés devient un indicateur concret de progrès. Le quatrième levier concerne la vigilance civique. Encourager des mécanismes de signalement locaux renforce la capacité d'anticipation. Le délai entre un signalement et une intervention constitue ici une mesure clé d'efficacité. Enfin, un cinquième axe touche à la communication stratégique. Rendre visibles les mécanismes d'ingérence sans dramatisation excessive permet de désamorcer les narratifs concurrents. Cette transparence maîtrisée transforme la pression subie en contrainte politique pour les acteurs extérieurs. Ces étapes ne suppriment pas le risque. Elles construisent un environnement où chaque tentative rencontre une structure capable d'absorber le choc, tout en conservant une marge d'adaptation. Lorsque l'on revient aux premiers signaux apparus sur le terrain, un détail reprend toute sa force. Un officier approché discrètement, une enveloppe proposée sans témoin, un refus transmis à temps. Ce geste, presque invisible au départ, devient le fil conducteur d'une séquence beaucoup plus large. Il relie les tentatives de corruption initiales, les réseaux démantelés et les choix stratégiques assumés par l'État. Ce motif éclaire la trajectoire suivie depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré. La menace n'a jamais pris la forme d'un choc frontal immédiat. Elle s'est construite par petites touches, cherchant à fissurer la cohésion avant d'exposer ses ambitions. Ce sont précisément ces signaux faibles, détectés et interprétés à temps, qui ont empêché une rupture brutale. Les événements successifs montrent que la résistance ne s'est pas improvisée. Elle s'est nourrie d'apprentissages rapides, de décisions parfois coûteuses et d'une vigilance constante. Chaque tentative avortée a renforcé la capacité à reconnaître la suivante. Dans ce processus, la loyauté n'est plus une abstraction. Elle devient une pratique quotidienne, faite de choix individuels et de réponses collectives. Et si l'on devait retenir une seule idée, la voici. La souveraineté commence souvent par un refus discret. Ce rappel referme la boucle ouverte plus tôt. Il montre comment un détail opérationnel peut, à terme, peser sur l'équilibre d'un pays entier et sur la position d'Ibrahim Traoré dans une région sous pression. Au terme de cette analyse, une constante demeure. Les crises contemporaines ne se jouent plus uniquement sur le terrain visible. Elles avancent par réseau, par flux financiers, par récits concurrents et par choix individuels qui, cumulés, orientent la trajectoire d'un État. Le cas du Burkina Faso rappelle que comprendre ces mécanismes est déjà une manière de réduire leur opacité. Suivre ce qui se passe autour d'Ibrahim Traoré ne revient pas à adhérer à une position politique donnée. Cela consiste à observer comment un pays exposé tente de préserver une marge de décision dans un environnement saturé d'intérêts. Cette posture d'observation active permet d'élargir le regard au-delà des titres rapides et des explications simplistes. Si ces dynamiques vous interpellent, prolonger la réflexion devient un acte utile. Comparer des situations régionales, confronter les données, écouter des analyses venues de différentes perspectives aide à construire une compréhension plus nuancée des rapports de force actuels. La souveraineté, la stabilité et l'ingérence ne sont pas des concepts figés, ils évoluent avec ceux qui les analysent. La conversation ne s'achève donc pas ici. Elle commence là où l'attention critique se maintient et où les faits continuent à emmener.
continuent d'être interrogés collectivement.